Bonjour et bienvenue dans votre émission Éco-Débat, votre rendez-vous hebdomadaire pour mieux comprendre l'évolution de l'économie africaine. Nous sommes début 2026 et c'est le moment de voir comment s'annonce la météo économique durant cette année pour notre continent. Quelles sont les perspectives économiques en Afrique? Quelles sous-régions et quels pays vont mener la course de la croissance économique? Comment évolue le climat des affaires et surtout, est-ce que la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, prend réellement forme? Autant de questions que nous allons évoquer au cours de cette émission avec nos invités. Il s'agit de Zakaria Fahim, Managing Partner de BDO Maroc, en duplex avec nous depuis Casablanca. Bonjour à vous, Zakaria Fahim. Bonjour Omar et merci pour l'invitation. Et l'avantage du digital, c'est qu'on peut tout de suite voyager. Donc, je suis à Dakar et Cotonou, deux endroits magnifiques sur le continent. Bonjour à mes deux amis. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir, autant que Adama Wade aussi, qui nous parle donc, comme vous le disiez, depuis Dakar. Adama Wade est directeur de publication du Financial Afrique. Bonjour à vous, doyen Adama Wade. Alors, doyen Adam Wade, peut-être qu'il ne nous entend pas, mais avec qui donc, nous allons entrer en contact tout à l'heure. Et depuis Cotonou, Idriss Linge est avec nous. Il est le directeur des rédactions de Média Mania, qui édite entre autres l'agence panafricaine Ecofin. Bonjour à vous, Idriss Linge. Bonjour Romain Baldé, et bonjour à tous les auditeurs de Média TV. Alors, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais, nous sommes début 2026 et bien évidemment, c'est le moment de faire la météo sur l'économie africaine, comment va évoluer l'économie africaine. Alors, je vais commencer par Idriss Linge. Idriss Linge, quelles sont les perspectives économiques qui s'annoncent pour le continent en cette année 2026? Alors, c'est très difficile d'avoir cette météo des économies du continent en 2026, tellement, comme vous le savez, l'Afrique est totalement diverse. Mais d'un point de vue macro, c'est-à-dire globalement, si on analyse l'Afrique comme une zone économique unique, euh, nous sommes sur des attentes d'une progression de la somme totale des richesses créées qui est estimée à 4,3% en 2026 par la Banque africaine de développement. Et c'est important de préciser Banque africaine de développement parce que c'est un peu l'entité de financement du développement au niveau régional et donc elle a des leviers pour pouvoir agréger des informations pertinentes sur les tendances que peuvent prendre la progression de la croissance dans les économies africaines. Les chiffres de la Banque africaine de développement sont confirmés par les récentes estimations du FMI, celles d'octobre 2025. Après, il faut attendre de voir ce que donneront les perspectives de janvier. Mais pour le moment, on est sur cette trajectoire de 4,3%. Cependant, alors, c'est une croissance qui comporte un certain nombre de risques et surtout qui devrait être perçue avec un minimum d'humilité. L'année dernière, alors qu'on s'apprêtait à réaliser des taux de 5,4%, on a tout de suite été frappé par les tarifs douaniers imposés par la nouvelle administration américaine qui ont Justement, quand même justement, un on coup va d'arrêt. revenir d'ailleurs sur ces tarifs tout à l'heure au cours de cette émission. C'est sur taxes trumpiennes et leur impact sur le commerce africain avec le reste du monde. On reviendra sur ça, Idriss Lindsay. Alors, je me tourne vers Zakaria Fahim depuis Casablanca. Je pense qu'on a eu ces chiffres, plus de 4% de croissance qui est donc attendu pour l'Afrique subsaharienne ou pour l'Afrique de façon générale en cette année 2026. Alors, Zakaria Fahim, selon vous, qu'est-ce qui devrait aider à réaliser cette croissance-là pour cette année en cours? Encore merci. Et effectivement, donc si moi je pense que l'une des points pour moi qui me paraît important sur lequel l'Afrique doit travailler au-delà des chiffres,
c'est qu'il faut vraiment qu'on transforme notre vision en action pour avoir un vrai leadership légitime. Donc, tout le monde le sait, mais parfois il faut le rappeler. On présente aujourd'hui, avant le doublement, 1,5 milliard d'habitants. On a le nerf de la guerre, nos jeunes, 70% moins de 30 ans. Et quand on regarde le poids du commerce international, on est un nain, on a 3%. Et on reste à la marge de l'économie, de la connaissance. Je pense, pour un simple point, c'est que toujours notre imaginaire collectif est encore colonisé. Je ne sais pas si vous le savez, mais nos auditeurs peut-être non. La carte aujourd'hui du MapMonde, la carte, ce qu'on appelle la carte Mercator, c'est le symptôme pour moi le plus visible de cette vision biaisée qui réduit l'Afrique, qui la marginalise. Alors que la carte réaliste, ce qu'on appelle la carte Peters, qui maintenant, l'Union africaine est rentrée avec le collectif qui demande à ce qu'on change la carte, nous montre une Afrique beaucoup plus grande. Sur la map monde, aujourd'hui, on a la taille du Groenland, alors qu'en réalité, on est 14 fois plus grand. Donc, je pense qu'il est temps de revoir nos cartes mentales comme nos politiques commerciales pour que. Parce que quand vous dites à quelqu'un, vous êtes 14 fois plus grand que vous êtes, ben vous avez de la marge. Donc, dans votre tête, vous vous donnez l'autorisation de faire beaucoup plus de choses. Quand on vous dit d'être petit, ben on est réduit à ce monde. Et je pense que la data va rester ce qu'elle est si on ne saute pas ce verrou. Regardez, aujourd'hui, on est dans un monde bipolaire et l'Afrique, pour moi, doit être un joueur, alors qu'aujourd'hui, on est un terrain de jeu. Donc, la Chine consolide ses positions avec sa route de la soie. Les États-Unis se battent aujourd'hui pour la suprématie technologique. L'Europe essaie de jouer un peu le régulateur. Et nous, on n'a pas de plan Marshall, pas de Green Deal. On ne vend presque rien. On va toujours vendre des matières et les récupérer 10 fois plus cher. Donc, on doit fabriquer notre propre modèle. Ça fait un bout de temps qu'on le dit. Mais pour moi, on a la chance aujourd'hui de voir qu'on accélère aujourd'hui la connexion. Tout le monde parle de souveraineté. On viendra tout à l'heure avec la ZLECAf, d'avoir une industrie. On voit que des choses sont commencées à se mettre en place. Et pour moi, notre avenir, c'est effectivement nos jeunes, qui ne doivent plus être vus comme une bombe à retardement, mais comme une opportunité. Les femmes qui représentent plus de 90% de l'informel, ben, il faut les accompagner pour qu'elles donnent plus de valeur et les valoriser. Et bien sûr, les PME et je pense souvent, nous sommes peut-être autour de cette table beaucoup de la diaspora qui est partie, est revenue pour certains, d'autres sont encore là. Il faut la réengager. Donc pour moi, on a une méga opportunité si on travaille sur les têtes parce que tant qu'on aura cette vision que nous sommes très petits, que tout ce qu'on fait aujourd'hui, il doit être fait sous l'aune de ce regard dans le rétroviseur, pour moi, tout ce qu'on fait sera infiniment plus petit que notre potentiel. Et on le voit. Le Maroc, par exemple, en train de faire la CAN, quand vous avez des gens qui viennent pour la première fois, ils disent « Oh, on se croirait en Europe ». Mais il ne faut pas oublier que la notion de nord et de sud est une notion politique et on peut être aujourd'hui, pour beaucoup, ce que nous avons montré à la Coupe du Monde, jouer dans la même Champions League. Donc je pense Alors, que on reviendra sur le l'ensemble développement, de il passe ces... par ça pour moi. On reviendra sur l'ensemble de ces aspects, Zakaria Fahim. Alors, mettons le cap sur Dakar pour retrouver Adam Awad, directeur donc, de publication du Financial Afrique. Alors, Adam Awad, on attend ce taux de croissance à plus de 4% selon les différentes institutions. Alors, selon vous, quels devraient être les moteurs de cette croissance africaine en 2006 ? Alors, il me semble qu'on a quelques difficultés. Oui, allez-y, Adam Awad. Je ne vous entends pas, mais je vais me hasarder à parler des perspectives de l'Afrique en 2026. Je pense que tout exercice de perspective devrait prendre en compte les agrégats macroéconomiques. Et pour cela, je dirais, en regardant les dettes des pays africains, les déficits, les taux d'inflation, les taux de chômage, que nous allons vers une année de contraintes et de défis. Avec, par exemple, si on prend le cas des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'IOMOA, un taux d'endettement excessif, à l'image du Sénégal
qui a un PIB, une dette sur PIB aujourd'hui de 120% selon le FMI, mais aussi à l'image du marché financier régional qui a expérimenté tout au long de l'année 2025 une montée très rapide des taux, ce qui montre en même temps des anticipations des investisseurs sur les difficultés à venir des emprunteurs, des États en général, et en même temps des craintes quant à l'avenir. Si vous regardez dans les pays de la CEMAC, la, la deuxième zone CFA, la communauté économique de l'Afrique centrale, avec les longs pourparlers de la plupart de ces pays vis-à-vis du FMI, on voit là aussi des signes d'inquiétude, que ce soit avec le Gabon, la Centrafrique, le Congo. Là aussi, la dette reste un facteur préoccupant. Que ça soit aussi dans le reste de l'Afrique, par exemple le Nigeria, le Nigeria, l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Égypte, on voit que c'est des moments de croissance ralentis et conjugués à des contraintes budgétaires, à des contraintes liées à la dette. Et pour ajouter à tout cela, les difficultés aujourd'hui d'accès au marché international de la dette, avec pour les eurobonds, les derniers eurobonds levés par les pays africains, des taux entre pratiquement 8 et 10. Donc, je dirais que l'année 2026 est une année qui sera une année d'exercice de souveraineté dans un contexte difficile. Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment. En tout cas, Et ce sont je vous laisse la parole. des éléments en tout cas intéressants, des éléments d'analyse intéressants. Alors, cela dit, on va voir de façon plus détaillée comment vont évoluer donc la plupart des économies africaines, notamment en termes d'attractivité. Voyons cela dans ce sujet. D'abord, le constat. En 2025, l'Afrique attire l'attention des investisseurs du monde entier. Sa population jeune, ses marchés en expansion et sa capacité d'innovation transforment le continent en un espace stratégique pour l'économie globale. Les pôles d'investissement africains sont variés et attractifs. Chaque région développe ses propres atouts. Énergie verte au nord, agriculture et finances digitales à l'ouest, innovation technologique à l'est, industrie et infrastructures au sud. En 2025, l'Afrique avance avec des pôles complémentaires, portés aussi par des investisseurs africains de plus en plus présents. La zone de libre-échange continentale africaine change la donne. Elle favorise la circulation des biens, des capitaux et des talents. Les États renforcent leur souveraineté économique en misant sur la transformation locale et la création de valeur sur le continent. Autant dire que nous sommes face à une ambition africaine assumée. En 2025, l'Afrique n'est plus seulement une terre d'opportunités, elle est une force économique en construction, une ambition portée par les Africains eux-mêmes et qui attire désormais les investisseurs du monde entier. Alors, on vient de voir ce sujet-là, donc, sur ce qui en est donc de l'attractivité. On y reviendra tout à l'heure. Alors, Idriss Lindié, on a vu de façon générale l'évolution de la croissance en Afrique. Maintenant, si on avait à faire un zoom région par région, que voyez-vous émerger selon les différentes sous-régions africaines? Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que contrairement au pessimisme d'Adama Wade, le Sénégal, qui constitue un problème pour l'Afrique de l'Ouest francophone, parce que dans l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique de l'Ouest anglophone, et l'Afrique de l'Ouest francophone, le Sénégal est en train de montrer sa capacité à surmonter le problème de la dette qualifiée de cachée, parce que de plus en plus, on comprend que au-delà
de cette dette qui était cachée à certaines institutions, il y a derrière de véritables, disons, infrastructures, de projets qui ont été réalisés avec cet argent et que l'argent ne s'est pas évaporé. Et du coup, le Sénégal risque d'être un accélérateur de croissance parce qu'il commencera à intensifier la vente de son gaz. On voit aussi en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire devenir de plus en plus un hub financier. Euh, Elle a réussi à faire des levées de fonds en monnaie locale. C'était un test. Et désormais, les investisseurs mondiaux savent qu'on peut investir dans la zone UEMOA à travers les mécanismes financiers basés à Abidjan et accéder au marché de l'Afrique de l'Ouest francophone qui a un potentiel. De l'autre côté, on a le Nigeria, le Ghana, qui essayent progressivement de sortir de leurs difficultés. Le Ghana, aujourd'hui, est en train de renforcer ses réserves de change. La Guinée-Conakry est sortie d'une élection qui était sensible, mais semble être sortie de cette élection avec moins de dégâts qu'on aurait pu s'y attendre. Et elle va commencer à redessiner son poids sur le commerce mondial du fer. Donc, en Afrique de l'Ouest, il y a une vraie dynamique de croissance. En Afrique australe, on assiste aussi à un rebond en Afrique du Sud. Les problèmes énergétiques, les problèmes logistiques sont en train d'être résolus. Le rand sud-africain a atteint son niveau le plus élevé depuis, je pense, les 16 dernières années, malgré les difficultés imposées dans le corps des États-Unis. L'alliance autour des BRICS permet à l'Afrique du Sud d'être forte. Le Kenya est en train lui aussi progressivement d'avancer avec une loi de finances ambitieuse. Et je ne parle pas du Maghreb ou l'Égypte est progressivement aussi en train d'améliorer la question des réserves de change. Et le top de toute cette dynamique, c'est bien évidemment le Maroc, c'est pas de la pub. Le Maroc a réalisé une avancée extrêmement importante, aussi bien en renforçant sa capacité à exporter le service. C'est le premier pays africain avec une balance excédentaire sur le plan des services. Et ces différentes zones industrielles font aujourd'hui du Maroc un pilier de croissance en Afrique. Donc, il y aura une croissance diversifiée, mais il y aura quand même des piliers qui tiennent la route et évidemment des risques comme les risques du Sahel, comme la crise au Soudan et comme une éventuelle explosion dans la zone RDC où le M23 continue avec les autres rebelles de créer l'insécurité. En tout cas, c'est un très beau survol des économies africaines, que ce soit par pays, mais aussi que ce soit par sous-région. Alors, Zakaria Fahim, vous voyez un peu cette météo qui s'annonce selon les différentes sous-régions. Maintenant, disons, au niveau de chaque sous-région, il y a peut-être des problématiques qui se posent, notamment cette croissance inclusive, cette croissance qui donne de l'emploi. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait dans ce sens aujourd'hui en termes de politique publique pour qu'au niveau de ces sous-régions, des économies africaines tout court, on puisse avoir cette croissance inclusive? Je pense que ça a été rappelé et je vais peut-être le confirmer, préciser. Donc, on a aujourd'hui, malgré cette incertitude mondiale, la guerre d'Ukraine que notre ami voulait arrêter en 3 semaines, on voit que quand on est aux affaires, c'est un autre sujet. Et ça aussi, c'est un des volets de notre continent. Les oppositions, quand elles prennent la direction, elles se rendent compte que le faire, c'est pas la même chose que de proposer. Donc, il faut avoir maintenant cette humilité de dire que le faire ensemble nécessite de se faire confiance et de se répartir le rôle. Donc, les dynamiques, pour moi, sont claires. Quand on regarde aujourd'hui l'Afrique de l'Est, qui a un taux de croissance parmi les plus élevés, avec le Rwanda, l'Éthiopie, tiré par les startups, les infrastructures, l'agriculture intelligente, même si c'est des petits pays, mais qui peuvent être, je dirais, des pilotes, un peu de sorte des proof of concept. L'Afrique de l'Ouest, avec la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, en rebond, malgré des fragilités politiques. Et donc là, maintenant, il faut juste qu'on continue d'accompagner.
les zones à risque aujourd'hui, c'est en Afrique centrale, trop de dépendance aux ressources minières et une certaine instabilité. L'Afrique australe, on voit qu'il y a une croissance relativement freinée par les difficultés aujourd'hui que connaît l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Nord, ça a été rappelé, on voit qu'il y a eu un rebond important. Qui n'a pas été repris par tous les pays. Le Maroc, je pense, qui a mieux géré peut-être un peu le Covid, mais surtout qui est passé à travers les fameux printemps, a gardé cette stabilité qui fait de lui je dirais, un sésame exceptionnel pour les investisseurs qui cherchent, on l'a vu avec ce qui s'est passé avec les Nations Unies, l'ouverture aujourd'hui et la facilitation d'ouvrir ces nouveaux marchés qui étaient en jachère dans les provinces du Sud et en faire un vrai hub pour la sous-région, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a vraiment des choses à faire. Donc on a, je pense, au Maroc, veut se positionner, parce que qui parle de souveraineté, il faut parler de data, de l'IA, de cybersécurité, donc pour être un leader, notamment sur les énergies vertes, l'infrastructure logistique, Tangemed, Dakhla, le Rwanda qui continue à pousser pour un modèle de gouvernance et d'innovation publique. Le Ghana, donc c'est pour ça que c'est important qu'on voit que chacun fait des choses. Maintenant, c'est comment avoir un orchestre qui joue une partition audible de tout le monde et que dont tout le monde va être fier. Donc le Ghana a fait des réformes parmi les plus importantes sur le continent. Le mobile paiement, aujourd'hui, tout le monde connaît M-Pesa, donc ça c'est important. Et on le voit, l'Égypte, même pour certains, on le voit plus Middle East, mais ça reste un géant africain avec ses méga projets. Bon, il est dans une région un peu particulière, mais il y a des choses intéressantes. Et on reste un continent qui a le plus de réformes pro-business, qui fait des progrès importants, mais dans la mise en œuvre aujourd'hui, c'est là où le bas blesse. Et c'est pour ça qu'il nous faut aujourd'hui des bons pilotes dans les avions. C'est-à-dire que si vous montez dans un avion et on vous dit que le pilote il a son CAP de plombier, vous ne montez pas dans l'avion. Donc on a besoin d'avoir cette cohérence entre cette vue macro, cette trajectoire qu'on donne, et puis avoir les bons pilotes. Et je pense qu'on le démontre aujourd'hui avec le soft power, donc ça a été rappelé pour le Maroc, et on voit comment aujourd'hui on gère aujourd'hui la CAN, mais je pense qu'au-delà de cela, je dirais, ces images que chacun d'entre nous porte, on doit pouvoir mieux se les approprier. Et pour moi, la ZLECAf, s'il y avait vraiment des quick wins rapides à mettre, il faut, à l'instar de ce qu'ont fait aujourd'hui les Européens, qu'on ait notre Erasmus. Et aujourd'hui, on peut pas peut pas y aller sans cela. On va y revenir tout à l'heure, notamment sur cette ZLECAf, bientôt 5 ans après donc son entrée en vigueur. Alors, on retourne à Dakar, retrouver Adama Wade. Adama Wade, on a vu globalement ce que devrait être la croissance africaine, ce que devrait être la croissance par région. Tout à l'heure, Idriss Lindié a évoqué certains pays à surveiller sur le plan de la croissance. Justement, avec vous, nous aimerions savoir aujourd'hui quelles sont les principales économies à surveiller, ou en tout cas à observer de près, en termes de performance économique durant cette année 2026. Écoutez, mon cher Omar Baldé, je dirais qu'effectivement, on a vu des croissances très contrastées en 2026. S'il y a des performances à signaler, moi je dirais qu'un pays comme effectivement l'Éthiopie est en plein retour après donc pratiquement un défaut de paiement il y a 2 ans. Mais le pays qui m'aura le plus étonné, c'est le Ghana, puisque le Ghana, qui a vécu une transition démocratique, une de plus, affiche aujourd'hui des taux records, que ce soit sur la croissance, que ce soit à la bourse, au niveau de la bourse, le Ghana Stock Exchange, qui est à plus de mémoire, à plus de 120% de croissance depuis le début de l'année.
que ça soit aussi au niveau de l'afflux des investisseurs. Donc, c'est un pays en pleine renaissance, ce qui me pousse à dire que finalement, les grandes crises de la dette, les crises macroéconomiques, les défauts de paiement, passent vite si le pays arrive justement à bien négocier avec les partenaires techniques et financiers. Et c'est ce que le Ghana a fait avec le nouveau président, John Mahama Dramani. Et là, le pays affiche des couleurs. Au-delà, je dirais aussi une autre performance donc, qui est remarquable, c'est peut-être celle conjointe de l'Afrique de l'Est, qui est l'une des régions les plus dynamiques, et grâce notamment pas aux matières premières, mais plutôt grâce aux services et grâce à la demande intérieure. Donc, l'une des clés de la croissance, c'est vraiment le dynamisme du marché intérieur, la consommation, les infrastructures, la poursuite de la construction des infrastructures et des services de base. Donc, c'est ça ce qui aura été la clé de 2025. Et en 2026 aussi, la croissance sera portée par ces facteurs-là. Donc, la capacité des pays à transformer les besoins en opportunités, donc à construire plus de routes, plus de liaisons ferroviaires, à réduire la contrainte logistique qui constitue l'endettement du continent africain. Je noterai aussi l'Afrique du Sud, pas en termes de croissance, mais du fait que pour la première fois, sa compagnie d'électricité, Eskom, affiche des bénéfices. Parce que pendant longtemps, pendant plus de 5 ans, 6 ans, l'Afrique du Sud faisait face à une forte crise de l'énergie. Voilà un petit peu ce que je dirais de cette année qui est en train de s'écouler doucement. En tout cas, c'est ce que l'on attend donc pour les économies africaines. Alors, on ne peut pas parler du continent seulement sous le prisme de la croissance économique. Hein. Comme on le disait, cette croissance peut-être doit être inclusive, hein, c'est le plus important. Mais aussi, elle doit attirer des investisseurs. Le climat des affaires, comment évolue-t-il à travers le continent? Je vous propose d'aller à Abidjan pour suivre donc ce reportage depuis notre bureau sur place. En 2025, l'économie de la CEDEAO avance avec résilience, malgré un contexte mondial incertain. Entre croissance maîtrisée, investissement en hausse et coopération régionale renforcée, la sous-région confirme sa capacité à tenir le cap. Dans l'espace UEMOA, le bilan est positif. Sadia Zouzou, spécialiste en économie ouest-africaine, souligne l'attractivité croissante des investissements directs étrangers portés par la stabilité macroéconomique et les réformes engagées. La croissance économique de façon globale au niveau de l'espace CEDEAO en 2025, en tout cas, a tourné autour de 5% de façon générale. Et cette zone de l'UEMOA, la croissance tourne autour de 6,2%, qui est portée par deux pays très importants qui sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire, notamment en utilisant les ressources minières, les ressources pétrolières et gazières. Pour lui, l'UEMOA demeure l'un des piliers économiques de la CEDEAO. Au niveau de l'UEMOA, ça va, les pays les plus importants, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc le taux moyen est de 2,6%. Donc je veux dire que l'inflation est beaucoup plus facile à juguler à ce niveau. Mais la situation n'est pas la même chose lorsqu'on prend par exemple des pays comme les pays hors zone UEMOA. La compétitivité régionale se nourrit également de la coopération sud-sud. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Maroc en Côte d'Ivoire, Saad El Hamzaoui, met en avant les partenariats avec le Maroc, moteur de croissance dans les secteurs clés comme le BTP et l'agriculture. Il y a plusieurs secteurs qui se démarquent comme hautement attractifs pour les investisseurs en Afrique de l'Ouest. Vous avez en premier lieu les infrastructures, dont on a un besoin massif en route, en logement, en énergie, en eau potable et logistique. Et il y a aussi beaucoup d'opportunités, ce qu'on appelle en PPT, partenariat public-privé. Aujourd'hui, je prends le Maroc. Le Maroc est parmi les 3 meilleurs
pays investisseurs dans le secteur privé en Côte d'Ivoire. Et tout cela dénote de la vision de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et qui a vu que la collaboration entre les Africains, c'est leur salut dans la réussite. Un climat favorable aux investissements doit s'accompagner d'exigences de qualité. Ce qualiticien appelle les entreprises de la CEDEAO à adopter les certifications ISO, gage de compétitivité et d'ouverture aux marchés internationaux. Une entreprise qui est certifiée à une norme internationale comme ISO 9001, elle rayonne automatiquement quelque chose de bien. On est livré à beaucoup de concurrence venant de l'extérieur, tous secteurs confondus, hein, tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'industrie, dans les services, dans l'agriculture, on est vraiment envahi. Donc je ne peux dire que c'est positif dans la mesure où ces investisseurs vont venir créer des emplois et puis contribuer au développement de nos pays. En 2025, la CEDEAO avance, consciente de ses défis, mais déterminée à consolider une croissance durable. On vient donc de suivre ce sujet donc fait par nos confrères, donc, nos collègues du bureau d'Abidjan. Alors, Idriss Lingé, le climat des affaires en Afrique, en 2025, quels ont été les enseignements, mais surtout, bien évidemment, nous sommes en 2026. Comment se dessine ce climat des affaires? L'Afrique est-elle toujours aussi attractive, Idriss Lingé? Vous savez, de ce que m'ont appris les économistes dans ma vie de journaliste, c'est que derrière les problèmes résident de nombreuses opportunités. Donc, en général, l'Afrique est attractive parce que c'est un continent où la marge de progression est assez importante. Zakaria le disait tout à l'heure, quand les gens vont à Rabat, même moi j'y étais il y a quelques jours, effectivement, il n'y a pas de différence avec certains pays occidentaux et on se pose la question de savoir pourquoi dans d'autres pays, notamment en Afrique subsaharienne, on n'atteint pas de tel niveau de développement infrastructurel. Mais quand on a fini de se poser la question, on se dit que justement, c'est dans ces pays qu'il y a le plus besoin de ce type de développement et donc forcément, c'est attractif. Donc, rien que par le fait que les besoins soient importants, normalement, l'Afrique est attractive par elle-même. L'erreur qu'on commet souvent dans les politiques publiques, ou peut-être pas, mais la contrainte souvent des politiques publiques, c'est qu'elles sont parfois emmenées à avoir des climats des affaires qui sont amicaux pour des investisseurs étrangers. Et c'est la connexion qu'on doit faire avec ce que tu appelais croissance inclusive. Parce que lorsqu'il faudra surveiller les économies africaines, les vraies économies à surveiller sont celles où le revenu national brut par habitant, c'est-à-dire la part du revenu créé qui n'est pas exporté par les non-nationaux et qui reste dans le pays. Et de ce point de vue, le Maroc, effectivement, continue d'être un excellent exemple. L'Afrique du Sud est une économie à part parce qu'elle a ses capitaux depuis une très, très longue période. Mais le Maroc est l'un de ces pays qui a réussi à capter le maximum de revenus national brut, mobiliser de l'épargne nationale et pouvoir financer son développement. Le gros des investisseurs au Maroc, c'est d'abord et avant tout des Marocains. Maintenant, il y a des investisseurs étrangers, mais en général, en partenariat avec des Marocains. En Éthiopie, on voit aussi cette dynamique. On signe des partenariats, mais il faut toujours qu'il y ait un Éthiopien qui a au minimum 40%. Donc, du coup, le vrai climat des affaires ne devrait pas être celui qui satisfait les exigences des pays occidentaux qui parfois ont des ambitions de rentabilité de 10% de return on asset de la part des revenus sur les actifs. C'est trop élevé. Alors qu'en Afrique, on peut aussi mobiliser l'épargne nationale, les investisseurs nationaux qui vont faire la différence et permettre d'avancer. En tout cas, c'est des précisions importantes. Alors, Zakaria Fahim, depuis Casablanca, comment voyez-vous aujourd'hui l'attractivité des économies africaines de votre côté? Je pense qu'il y a une vraie dynamique aujourd'hui qu'on voit
notamment une volonté réformatrice, la digitalisation croissante sur le continent, je pense, qui est quelque chose, on va dire, de très, comment dirais-je, acquis. Ce qui reste aujourd'hui vraiment, je pense, le problème majeur, c'est notre bureaucratie, cette géopolitique incertaine, des coûts d'entrée très élevés, parce qu'on n'a pas encore une industrie très avancée, donc on dépend beaucoup aujourd'hui de l'extérieur. Donc, les clés pour moi, c'est accélérer l'investissement sur la PME, les services numériques, parce que là, aujourd'hui, on est tous au même niveau. Ça, s'il y a une chance aujourd'hui que l'Afrique n'a pas encore compris, c'est que tout est sur la même ligne de départ. Et effectivement, je le disais tout à l'heure, se rendre compte que nous avons je dirais, une Afrique avec des opportunités qu'on ne voit pas. Comme je le rappelais tout à l'heure, quand vous avez un espace réduit de 14 fois le réel, ben vous pensez que vous êtes vraiment petit et dans notre tête, on nous conditionne. Et donc, ce qui fait que les réussites des uns et des autres n'arrivent pas à créer cette contagion pour tout le monde et cet effet de masse pour étirer tout le monde. Donc, la ZLECAf est attendue, donc tu l'as dit, depuis 5 ans, elle est là, et on voit qu'on commence. Il y a à peine 20 pays qui ont signé le fameux GTI, on commence à faire des petits pilotes sur certains pays, mais on a besoin je dirais, de résultats probants et surtout de démontrer que c'est win-win et qu'on arrête de nous faire peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand certains pays disent « Ah, le Maroc fait des choses », au lieu de dire bah, « Tiens, comment on peut le prendre comme exemple ?» On le dresse comme un épouvantail. Donc, il va falloir qu'on commence à mieux se connaître pour se faire confiance. Et c'est pour ça que les succès des uns et des autres doivent être, je dirais, des choses à s'approprier et non pas à tirer et à sniper. Et je crois que c'est cette culture de tout ce qui est bien vient du lointain et qui se passe rien qu'il faut casser. Et c'est pour ça qu'on a besoin de réengager de façon différente notre diaspora. Vous savez que la Banque mondiale estime que la diaspora injecte 90 milliards de dollars dans le continent. C'est quasiment l'équivalent d'une économie dans le top 5. Donc on est, je dirais, devant une mine en or sur ce sujet, parce qu'au-delà de l'argent, aujourd'hui, grâce ou à cause du digital, ils peuvent faire du give back en restant là-bas. Et ce que font aujourd'hui les Indiens, ce que font d'autres grandes nations, c'est faire de la veille, être business angel, faire du crowdfunding, sans pour autant prendre enfants et bagages et conjoints pour venir. Donc je pense qu'on doit déculpabiliser notre diaspora et continuer à considérer qu'il faut un téléphone rouge, une super connexion pour que demain, on soit dans un continent où tout le monde est fier d'y être. Moi, chaque fois que je pose la question à l'élite, j'ai est-ce que vous avez été dans des pays sur le continent, ben, soit ils sont partis 1 ou 2 jours sur le Maghreb ou pour une réunion, mais ils n'ont jamais pensé à emmener leurs enfants en vacances. Et je crois qu'il faut que l'élite, dans son passeport pour prendre une décision, pour être un acteur dans la cité, s'il n'a pas un vie ma vie, ne peut pas prendre des responsabilités dans des grandes structures qui se disent continentales. Donc je pense qu'on doit, comme on fait les formations de soft power, dire vous avez formation sur la dimension culturelle, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Moi qui avais lancé Hub Africa il y a 13 ans, quand j'arrivais, on me disait le Toubab. Aujourd'hui, je suis le Marocain et on a compris que l'Afrique est plurielle, qu'elle a, je dirais, un spectre très large, mais on a la même volonté, c'est de devenir aussi un joueur et non pas un terrain de jeu. Donc je pense que pour moi, on a des superbes choses qui se passent dans des pays. Quand on voit qu'on est aujourd'hui au Maroc la 13e puissance mondiale en matière de tourisme, qu'on est leader sur l'automobile, sur l'aéronautique, sur la logistique. Donc on peut être force de proposition et je pense que le Maroc le joue. Maintenant,
C'est, Alors, oui. je dirais, casser tous les, comment dirais-je, les pessimistes intéressés pour que ça ne marche pas. En tout cas, il faut rester optimiste justement sur cette question d'optimisme. Adam Awad, depuis Dakar. Alors, Adam Awad, on se demandait tout à l'heure par rapport à cette attractivité. Pensez-vous que dans le contexte international actuel aujourd'hui, avec les crises de liquidités, est-ce que les investisseurs internationaux sont toujours attirés par les pays africains? Je dirais oui, mais effectivement, l'Afrique reste très attractive quand vous avez les premières réserves pratiquement d'or, vous avez les minerais de fer, vous avez les métaux rares ou critiques, les terres rares, etc., le pétrole, avec de plus en plus de découvertes. Le gaz, vous ne pouvez qu'attirer les investisseurs, les investisseurs directs étrangers. Donc, c'est naturellement, on ne le déplore pas, mais on le constate, que le secteur extractif soit le premier destinataire de ces idées. Mais pour l'Afrique, le vrai challenge, c'est de faire en sorte que ces investisseurs directs étrangers aillent plus vers les secteurs, les autres secteurs d'activité, notamment tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est énergie, donc tout ce qui est service de base. C'est là où les moteurs de la croissance et surtout de la croissance diversifiée, de la croissance inclusive résident. Or, là, c'est là où le climat des affaires est extrêmement important, puisque vous voyez, en 2025, il y a eu pas mal de pays africains qui ont soit été attirés devant le CIRDI, le Centre international pour le règlement des différends, soit devant d'autres tribunaux, notamment en raison de la remise en cause des contrats, donc des propriétés privées, des droits accordés. Et là, je pense que nos pays doivent faire très attention. Il faut garantir à ces investisseurs de la stabilité, de la prévisibilité, notamment sur les taxes et les impôts. Il faut leur garantir de la stabilité, notamment tout ce qui a trait aux clauses, par exemple, relatives aux incitations, que ce soit fiscales, administratives et autres. Donc, et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, vis-à-vis des autres investisseurs dont on ne parle pas souvent, puisqu'à côté des idées, nous avons les investisseurs africains. Je pense que paradoxalement, il y a un vrai travail à faire pour permettre à ces investisseurs africains d'être aussi reconnus. Surtout, je parle des investisseurs horizontaux, que ce soit entre pays africains. Je citerai le cas, par exemple, de la banque où on a vu, on ne citerait pas de pays, une banque africaine de premier rang qui a voulu acquérir une filiale dans un autre pays d'une autre région. Et finalement, il y a eu blocage de ce pays-là. Donc, du fait de la préférence nationale. Moi, je pense que ce genre de blocage ne profite pas à la ZLECA, zone de libre-échange continental, et ne rentre pas vraiment dans l'Afrique que nous voulons, dans cette Afrique intégrée avec 54 économies pour former une seule grande économie capable de peser sur le marché international, mais aussi capable de répondre aux défis du chômage, capable de donner un avenir à la jeunesse. Parce que ce qui m'inquiète dans cet élan vers que ce soit la ZLECA ou l'harmonisation du droit des affaires, c'est le réveil des nationalismes. Et il ne faut pas le sous-estimer. Nous faisons face vraiment à une extrême droitisation du débat public sur les affaires et sur l'économie en Afrique. En tout cas, c'est une tendance donc à surveiller. Alors, Idriss Lindjé, on y va avec vous pour voir un autre grand événement qui a marqué l'économie mondiale en 2025 et qui continue d'avoir des répercussions. C'est notamment ces fameuses surtaxes américaines. Quels ont été leurs impacts et surtout, est-ce qu'elles vont continuer d'impacter le commerce mondial de l'Afrique? Bon,
Alors, finalement, c'est une excellente question, mais je doute fort qu'au jour d'aujourd'hui, euh, qu'il y ait déjà des informations pertinentes et structurées sur les impacts de la politique douanière des États-Unis. Déjà parce que ça a été une mise en œuvre un peu erratique avec des annonces, des suspensions, puis des reprises, des changements de taux. Donc, pour le moment, c'est un tout petit peu compliqué. Mais de ce qu'on voit, par exemple, si je prends le secteur de l'automobile en Afrique du Sud, on avait craint que la fermeture du marché américain n'entraîne une faiblesse structurelle pour ce secteur, mais étonnamment, selon les chiffres d'octobre 2025, le secteur a été super résilient. Et quand on regarde, par exemple, des pays comme la Côte d'Ivoire, où on avait craint qu'il y ait un recul sur les exportations, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, du coup, je pense qu'il faudrait encore un peu de temps parce que, vous savez, ces tarifs s'appliquent sur les stocks de marchandises. Et il y a aussi en matière de commerce international des contrats à terme qui sont pratiquement déjà réglés et qui ne dépendent pas toujours des politiques mises en œuvre de manière immédiate. Donc, je pense qu'il faudra attendre avant de voir quel est l'impact réel. Mais il ne faut pas oublier une chose. L'Amérique n'est pas directement un gros partenaire commercial de l'Afrique. L'Amérique n'est pas un consommateur des produits africains à cause des normes que les Américains ont placées pour protéger leur marché. Vous n'allez pas vendre comme ça aux États-Unis. On va vous parler d'un ensemble de normes qui vont vous coûter pratiquement le coût de l'investissement pour produire l'objet, pour pouvoir être conforme à ces normes-là. Donc, du coup, l'Amérique n'est pas historiquement un client de l'Afrique. Donc, de ce point de vue, l'impact peut être plus réduit. Mais maintenant, l'Amérique, elle, est cliente d'un ensemble de pays, comme par exemple la Chine, l'Indonésie ou encore le Japon, en fait, un ensemble de pays qui ont été impactés par ces mesures tarifaires. On se serait attendu à ce que la demande des minerais, par exemple africains, recule parce qu'il y aurait eu un recul de la production, notamment en Chine. Mais ce n'est pas le cas. Les Chinois ont continué de produire et même de dégager des excédents commerciaux. On est même à un stade aujourd'hui, par exemple, sur le cobalt, le cuivre, où il y a une offre qui est supérieure à la demande. Donc, du coup, il ne faut pas voir l'épouvantail Trump comme un problème, mais aussi peut-être une opportunité pour nous de revoir nos alliances. L'occasion pour moi de dire, rappeler ce que disait Zakaria et même Adam Adamawad. Awad. Oui, oui, c'est peut-être l'occasion de renforcer un commerce africain qui existe déjà. Les cas, c'est tout le reste. Justement, Idriss Lindsey, désolé de vous interrompre, on est un peu coincé par le temps. Ce commerce intra-africain, hein, là je me tourne vers Zakaria Fahim. On a parlé de cette ZLECAf qui a été lancée. Alors, ce commerce intra-africain, Zakaria Fahim, depuis Casablanca, comment l'observez-vous évoluer au milieu de ces tumultes sur le plan international? Ce que vient de dire Amanda donc le confirme, c'est-à-dire que moi je pense que tout ce qui ne tue pas te fait grandir. C'est-à-dire que ce qu'a fait aujourd'hui les États-Unis nous ont obligés de dire cette ZLECAf, on dit qu'on est le plus grand marché, qu'on peut faire des choses et nous rendre plus autonomes, ben, il faut le lancer maintenant. Et il y a pour moi des points importants à intégrer. C'est un, il faut qu'on soit conscient que renforcer je dirais, notre industrialisation, notre valeur ajoutée, donc certains pays l'ont démarré. Ça a été rappelé pourquoi les États-Unis ne nous touchent pas, parce qu'ils ont ce qu'on appelle les barrières non tarifaires tellement puissantes qu'aujourd'hui, le seul qui a vraiment été pénalisé, c'est l'Afrique du Sud, parce qu'elle avait une industrie la plus développée. Et donc, on voit aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé politiquement, qui n'a rien à voir, notamment son engagement sur la Palestine, ben, elle a été sanctionnée. Et c'est pour ça qu'il faut que le continent reprenne sa place pour être un joueur. Donc, effectivement, on doit
accélérer ce qui a été fait en grandeur nature avec je pense les batteries, avec l'agriculture pour le Ghana et nos amis de Kigali sur ce qu'on appelle les règles GTI de la ZLECAf pour montrer que ça marche. Donc il y a aujourd'hui déjà 20 pays qui peuvent devenir des locomotives. On doit, moi je pense, lancer pour moi rapidement pour que la ZLECAf devienne une réalité. Donc moi j'avais fait un plaidoyer, j'en profite ici, pour que le Small Business Act for Africa soit une réalité. On a 90% des entreprises sont des PME familiales et rien n'est fait pour ces gens-là. On a l'impression qu'ils sont toujours à la marge alors qu'ils sont l'essentiel de l'économie. On doit continuer à renforcer le lien avec la diaspora qui peut être aujourd'hui nos ambassadeurs dans les pays où ils sommes et en même temps des facilitateurs. Et bien sûr, on ne doit plus continuer à avoir, quand vous regardez les NEETs au Maroc, 70% sont des femmes et dans le monde rural. Donc on doit s'occuper de cette diversité donc en allant sur le genre, parce qu'on ne pourra jamais rattraper le retard si on laisse 50% de notre population sur le bas-côté. Donc, en tout cas, c'est une question importante. Alors, on est rattrapé par le temps, mais je termine par Adam Awad à Dakar. Hein. Adam Awad, on est déjà presque à la fin de l'émission, mais on vous donne la parole pour clôturer. Êtes-vous optimiste sur la concrétisation de la ZLECAf? Écoutez, pour 2025, l'objectif fixé par le champion de la ZLECAf, à savoir le président Issoufou, ancien président du Niger, qui reste encore, qui doit fournir chaque année un rapport sur l'état d'avancement de la ZLECAf. L'objectif était d'arriver à 97% du démantèlement tarifaire en 2025. Je vous laisse le soin de le constater, on est loin du compte. Et deuxièmement, le rythme de transposition des lois de la ZLECAf sur les économies africaines est beaucoup plus lent que prévu. On a aujourd'hui à peine une trentaine de pays qui ont déjà transposé leur loi nationale, la ZLECAf sur leur loi nationale, donc qui applique ce qui était prévu en matière de droits de douane. Et troisièmement, et c'est peut-être là encore le plus frappant, et c'est l'obstacle le plus difficile, c'est que la définition des règles d'origine pose problème jusqu'à présent. Nous avons deux secteurs en particulier qui cristallisent les attentions, c'est l'automobile et le textile. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une automobile africaine? Je pense que là, entre le Maroc, l'Égypte et même d'autres pays, il y a tout un débat. Qu'est-ce que c'est que le secteur textile africain? Il y a tout un débat entre l'Éthiopie et d'autres pays aussi. Donc, mais c'est positif de manière générale, puisqu'on est en train de négocier à travers nos ministères du commerce, notamment à travers donc, nos experts. On est en train de négocier, d'avancer et de proposer aux chefs d'État donc, des calendriers et des agendas. Maintenant, c'est à eux, à nos chefs d'État, de prendre la décision. Et encore une fois, là, on se dit que tout dépend de la volonté politique. Tout dépendra donc de la volonté politique. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Adam Awad, donc, depuis Dakar, mais aussi Zakaria Fahim depuis Casablanca, ainsi que Idriss Lingé depuis Cotonou. Ce fut un plaisir de vous accompagner pour ce nouveau numéro de Eco Débat. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Médien TV.